Trêve au Liban, déblocage du détroit d'Ormuz, enrichissement d'uranium. Sur quoi vont porter les négociations entre l'Iran et les États-Unis? France Info. Trêve au Liban, déblocage du détroit d'Ormuz, enrichissement d'uranium. Sur quoi vont porter les négociations entre l'Iran et les États-Unis? Ces premières discussions directes entre les deux pays sont prévues pour démarrer à Islamabad au Pakistan. Signe des tensions, l'ordre du jour précis et la présence de la délégation iranienne sont encore incertains. Plus de 10 000 hommes mobilisés, des rangers paramilitaires déployés. Au Pakistan, la ville d'Islamabad a été placée sous haute sécurité, vendredi 10 avril, au moment d'accueillir les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, les premiers depuis le début de la guerre entamée il y a 1 mois et demi. Les deux délégations ont rendez-vous en face à face dans un hôtel de luxe de la capitale pakistanaise. Côté américain, le vice-président J.D. Vance et les émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, conduiront ces négociations. Avant d'embarquer à bord d'Air Force tout vendredi après-midi pour se rendre au Pakistan, le vice-président américain a dit vouloir des négociations positives avec l'Iran, tout en appelant Téhéran à ne pas se jouer de Washington. Côté iranien, de nombreuses incertitudes persistent, la délégation, qui entretient encore le flou sur sa venue, pourrait être composée de Mohammad Bagheri Ghalibaf, le président du Parlement, et d'Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères. Au menu des discussions, la fin de la guerre et le cessez-le-feu y compris au Liban, la situation dans le détroit d'Ormuz et encore et toujours l'enrichissement de l'uranium iranien. Un accord de paix durable après 5 semaines d'une guerre qui a fait des milliers de morts, le cessez-le-feu conclu in extremis mercredi entre Washington et Téhéran a déjà apporté une certaine accalmie. Mais cette fois, l'objectif est d'aller plus loin et de conclure un accord de paix durable. Donald Trump y croit et se dit très optimiste. Les dirigeants iraniens tiennent des propos bien différents lors des réunions publiques et face à la presse. Ils sont beaucoup plus raisonnables, a assuré le président des États-Unis au micro de NBC News. Moins de certitude côté iranien, le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a averti que les discussions se tiendront avec une méfiance totale envers les États-Unis. Vendredi matin, le premier grand bulletin d'information à la télévision d'État iranienne n'a d'ailleurs fait aucune mention de ces pourparlers à venir. Les informations relayées par certains médias selon lesquelles une équipe de négociateurs iraniens serait arrivée à Islamabad, au Pakistan, pour négocier avec les Américains sont totalement fausses, a rapporté l'agence de presse iranienne Tasnim, citant une source anonyme. Un arrêt des combats au Liban pour mener à bien ces pourparlers, chaque camp tente d'en définir le cadre. L'Iran propose de s'appuyer sur une liste de 10 points tandis que les États-Unis suggèrent une autre base de travail qui tient en 15 points. Dans le sien, Téhéran exige la cessation de la guerre sur tous les fronts, y compris contre la résistance islamique au Liban. La tenue de pourparlers visant à mettre fin à la guerre dépend du respect par les États-Unis de leurs engagements en matière de cessez-le-feu sur tous les fronts, en particulier au Liban, a prévenu Esmaïl Baghaei, porte-parole de la diplomatie iranienne, cité par l'agence ISNA. Le cessez-le-feu en Iran n'a en effet pas empêché Israël de pilonner le Hezbollah libanais, allié de Téhéran. De puissantes frappes menées par l'armée israélienne partout dans le pays ont tué plus de 300 personnes, selon le ministère de la Santé libanais, et fait plus de 1000 blessés. Il s'agit des bombardements les plus meurtriers depuis le début de la guerre fin février. À cause du Hezbollah, le Liban n'a pas été inclus dans l'accord de cessez-le-feu, a déclaré Donald Trump dans un entretien à PBS. Mais, promet-il, ça sera réglé. Tout va bien. L'inclusion du Liban dans la trêve devrait donc être abordée dans le huis clos d'Islamabad. Une réouverture du détroit d'Ormuz. Autre sujet central, le détroit d'Ormuz. Les États-Unis exigent la réouverture immédiate de cet immense bras maritime, crucial pour le trafic mondial du pétrole et du gaz. C'est même l'une des conditions du cessez-le-feu signé mercredi. Mais l'Iran ne semble pas d'accord. C'est maintenant la question d'un péage qui fait son chemin. Selon le Financial Times, Téhéran demanderait $1 par baril de pétrole passant dans le détroit, payé en crypto-monnaie. Selon l'agence Bloomberg, les navires se verraient réclamer jusqu'à $2 millions par passage. Ils ont intérêt à ne pas le faire, et si c'est le cas, il ferait mieux d'arrêter maintenant, a mis en garde Donald Trump sur sa plateforme Truth Social. Il accuse l'Iran de faire vraiment du mauvais boulot, indigne certains diraient, pour permettre au pétrole de traverser le détroit d'Ormuz. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, les pétroliers et autres vraquiers qui ont pu franchir le détroit se comptent sur les doigts d'une main. Soyons clairs, le détroit d'Ormuz n'est pas ouvert. L'Iran a clairement indiqué, par ses déclarations et ses actions, que le passage est soumis à autorisation, à des conditions et à des pressions politiques.
Il ne s'agit pas de liberté de navigation, mais de coercition, déplore Sultan Al-Jaber, le directeur de la compagnie nationale pétrolière d'Abu Dhabi, sur LinkedIn. Le nucléaire iranien si elle se rend à Islamabad, la délégation iranienne a une autre revendication à faire valoir, la reconnaissance de son droit à l'enrichissement de l'uranium. Jeudi, lors d'un entretien avec l'agence ISNA, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a exclu toute restriction de son programme nucléaire. Les revendications et exigences de nos ennemis visant à restreindre le programme d'enrichissement de l'Iran ne sont que des vœux pieux qui seront enterrés, a alerté Mohammad Eslami. Sur ce sujet, Washington a de toutes autres exigences. Elles comprennent l'interdiction de l'enrichissement d'uranium en Iran, le retrait de l'uranium hautement enrichi enfoui sous les décombres des installations nucléaires bombardées et une réduction du programme de missiles balistiques iraniens. Le refus de l'Iran de céder aux exigences nucléaires de longue date des États-Unis ne manquera pas d'empêcher un accord à Islamabad, pronostique déjà le Soufan Center, un centre de réflexion basé à New York. Et d'ajouter, les dirigeants iraniens savent que Trump ne prendra pas le risque des conséquences économiques d'une reprise du conflit. Ce qui l'obligerait de fait à assouplir les positions américaines pour parvenir à un accord. Sujet suivant. On va électrifier la France pour la rendre plus indépendante, ce qu'il faut retenir des annonces du Premier ministre pour faire face à la crise de l'énergie, France Info. On va électrifier la France pour la rendre plus indépendante, ce qu'il faut retenir des annonces du Premier ministre pour faire face à la crise de l'énergie depuis Matignon. Sébastien Lecornu a notamment annoncé le doublement du soutien à l'électrification des usages, en le passant de 5,5 milliards à 10 milliards d'euros par an, pour être moins dépendant des hydrocarbures importés. Publié le 10-04-2026 19h30 à jour le 10-04-2026 19h41 temps de lecture, 5 minutes. Le Premier ministre Sébastien Lecornu prononce un discours depuis Matignon, à Paris, le 10 avril 2026. Yann Langsdon AFP Sébastien Lecornu veut électrifier la France pour la rendre plus indépendante, a-t-il fait savoir vendredi 10 avril au cours d'une prise de parole filmée depuis Matignon. Alors que les prix des hydrocarbures flambent depuis le début de la guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran, le Premier ministre a présenté les grandes lignes du plan d'électrification de la France, pour permettre au pays d'être moins dépendant des hydrocarbures importés. France Info récapitule les principales annonces de son discours. Un doublement du soutien à l'électrification, c'est un choix fort, on va électrifier la France pour la rendre plus indépendante, a déclaré le Premier ministre en amorce de sa prise de parole. Il faut être prêt. Être prêt, c'est anticiper davantage les prochaines crises. Notre responsabilité, c'est agir là où c'est utile. Tant que nous dépendrons du pétrole et du gaz, nous continuerons à payer les guerres des autres, a poursuivi le chef du gouvernement. Alors que 60% de notre consommation d'énergie reste d'origine fossile, nous allons devoir changer d'échelle mais avec méthode, a prévenu Sébastien Lecornu, évoquant une véritable planification sérieuse, suivie dans la durée. Le gouvernement va ainsi presque doubler son soutien à l'électrification des usages, en le passant de 5,5 milliards à 10 milliards d'euros par an. C'est une somme absolument considérable, mais cela ne se fera pas avec de l'argent nouveau. Mais en utilisant mieux l'argent des Français, a assuré Sébastien Lecornu. Crise de l'énergie n'est pas un marché, c'est un enjeu de sécurité nationale, déclare le Premier ministre, Sébastien Lecornu. En important du pétrole et du gaz, nous importons les crises des autres, déclare le Premier ministre, Sébastien Lecornu. Une interdiction des chaudières à gaz dans le neuf dès la fin de cette année 2026, il ne sera plus possible d'installer des chaudières au gaz dans les constructions neuves, a poursuivi le Premier ministre. Dans le même temps, toutes les aides publiques pour les particuliers accompagneront l'installation de pompes à chaleur pour remplacer les chaudières au gaz et au pétrole. Dès la fin 2026, il ne sera plus possible d'installer des chaudières au gaz et au pétrole dans les logements, annonce le Premier ministre, qui présente le détail du plan d'électrification de la France. Canal 16 une minute. L'interdiction des chauffages au gaz existe déjà pour les logements individuels neufs, mais pas pour les bâtiments collectifs ou tertiaires locaux commerciaux, entrepôts. Un objectif d'1 million de pompes à chaleur installées par an pour le logement social, l'électrification sera considérablement accélérée. Ainsi, 2 millions de logements sociaux sortiront du gaz d'ici à 2050. Nous allons organiser cette transformation territoire par territoire. Et en évitant une planification centralisée, qui viendrait d'en haut, c'est-à-dire seulement depuis Paris.
Aussi 100 premiers territoires seront sélectionnés pour s'engager d'ici à 2030 dans une trajectoire zéro gaz avec un accompagnement complet, a poursuivi le Premier ministre. Nous allons faire du chauffage électrique la norme là où il est encore l'exception, précise le Premier ministre, au moment de détailler son plan d'électrification de la France. Canal 16 1 minute. Le changement d'échelle se traduira concrètement par l'installation d'1 million de pompes à chaleur par an d'ici à 2030, a-t-il chiffré. Nous allons faire du chauffage électrique la norme, a-t-il poursuivi. D'ici 2030, nous remplacerons ainsi 85 TWh de gaz par de l'énergie purement française, selon Sébastien Lecornu, ce qui représente l'équivalent de 20 de nos importations de gaz. Un développement du leasing social et des véhicules électriques. Le leasing social, c'est-à-dire des voitures à loyer mensuel modéré, va être de nouveau proposé dès ce mois de juin. Une première offre d'au moins 50 000 véhicules électriques supplémentaires va voir le jour, a fait savoir Sébastien Lecornu lors de sa prise de parole. Pour les gros rouleurs issus des classes moyennes, 50 000 véhicules électriques supplémentaires vont aussi être subventionnés dès 2026. Le Premier ministre a notamment cité les aides à domicile, les aides-soignantes, les infirmières, les artisans, et tous les salariés ou agents publics de notre pays. D'ici 2030, 2 voitures neuves sur 3 devront être électriques, assure Sébastien Lecornu, lors de sa prise de parole sur l'électrification de la France. Canal 16 1 minute. 2 voitures neuves sur 3 devront être électriques d'ici 2030, a-t-il souhaité, appelant à la production de 400 000 véhicules électriques par an dès 2027 et à 1 million en 2030. Le gouvernement va aussi mettre en place des outils dédiés aux entreprises, notamment les PME. Des dispositifs pour les véhicules utilitaires ainsi que les poids lourds vont voir le jour avec des aides pouvant aller jusqu'à 100 000 € par véhicule. Une électrification des outils de travail. Sébastien Lecornu a précisé avoir demandé à différents ministres de mettre en place des dispositifs dédiés à l'électrification des outils de travail des artisans, des commerçants, comme les fours des boulangers ou des restaurateurs, les rôtisseries des charcutiers. Cela concerne aussi les équipements des pêcheurs, des agriculteurs ou de la filière des travaux publics. Le Premier ministre a également dit vouloir mieux agir pour décarboner les grands sites industriels énergivores ou l'industrie agroalimentaire. Sujet suivant. Mission Artemis 2, suivez en direct le retour sur Terre des astronautes de la mission lunaire de la NASA, France Info. Publié le 10-04-2026 23h13 mis à jour le 11-04-2026 1h31 temps de lecture, 1 minute après avoir fait le tour de la Lune, les Américains Christina Koch, Victor Glover et Reed Wiseman et le Canadien Jeremy Hansen doivent se poser vendredi en Californie dans la nuit de samedi, heure de Paris, au terme d'une mission de 10 jours dans l'espace. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Après s'être aventuré à plus de 406 000 km de notre planète pour faire le tour de la Lune, les 4 astronautes de la mission Artemis 2 doivent revenir sur Terre vendredi 10 avril. Leur amérissage est prévu vers 17h07 au large de San Diego, en Californie, États-Unis, soit 2h07 samedi, heure de Paris. Vendredi soir, on voyait déjà le globe terrestre grossir dans l'objectif de la caméra placée sur la capsule Orion, dont les images sont retransmises en direct par la NASA. Nous pourrons commencer à nous réjouir quand l'équipage sera en sécurité à bord du navire chargé de le repêcher dans le Pacifique, a insisté jeudi Amit Kshatriya, administrateur adjoint de la NASA, lors d'une conférence de presse. Car l'opération est délicate, le bouclier thermique du vaisseau doit résister aux plus de 2700 générés par le frottement avec l'atmosphère au moment du retour dans notre atmosphère. Cette étape est toujours délicate, et les inquiétudes sont renforcées par le fait qu'il s'agit du premier vol habité d'Orion, et qu'un problème avait été détecté lors du retour sur Terre d'une capsule à vide en 2022, dans le cadre de la mission Artemis. Le vaisseau rentrera dans l'atmosphère à plus de 38 000 km/h avant d'amérir dans le Pacifique, après avoir été freiné par une série de solides parachutes. Cette phase durera 13 minutes, dont 6 sans communication possible avec l'équipage. Les familles des astronautes seront présentes au centre spatial de Houston, qui coordonne la mission. Sujet suivant. On vous explique pourquoi la Hongrie de Viktor Orban est accusée d'avoir livré des secrets à la Russie de Vladimir Poutine et trahi l'Union européenne, France Info. On vous explique pourquoi la Hongrie de Viktor Orban est accusée d'avoir livré des secrets à la Russie de Vladimir Poutine et trahi l'Union européenne. Un consortium de médias indépendants a publié des échanges entre le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjártó et son homologue russe Sergueï Lavrov. Dans l'un d'eux, le Hongrois promet de fournir un document européen confidentiel.
Publié le 10/04/2026, 18h16, temps de lecture. 8 minutes. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán lors d'un meeting de campagne à Budapest, Hongrie, le 7 avril 2026. Jakub Porziki Nurfoto, AFP. Les révélations sont venues secouer la campagne électorale en Hongrie. Le gouvernement sortant du Premier ministre Viktor Orbán est sous le feu des critiques, depuis que plusieurs médias ont fait état de conversations téléphoniques avec le pouvoir russe au sujet de l'Union européenne. Les informations ont même poussé jeudi 9 avril la Commission européenne à réclamer dans les plus brefs délais des explications à Budapest. On vous résume l'affaire. Tout commence le 21 mars. Le journal américain Washington Post révèle dans une enquête fouillée sur l'influence de Moscou dans le pays, que la Hongrie a fait fuiter des données européennes sensibles à la Russie depuis des années. Selon cet article, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, profite régulièrement de pauses lors de réunions entre responsables de l'UE à Bruxelles, Belgique, pour appeler son homologue russe Sergueï Lavrov et le tenir informé en temps réel des discussions. Les journalistes américains affirment également que les services secrets russes ont proposé de mettre en scène une tentative d'assassinat de Viktor Orbán. Le scandale éclate alors que la campagne des législatives prévue le 12 avril bat son plein en Hongrie. Péter Magyar, principal opposant à Viktor Orbán, se saisit immédiatement de l'affaire pour attaquer son concurrent. Le sortant, au pouvoir depuis 16 ans, dénonce de son côté une attaque grave contre la démocratie hongroise. Dans le reste des capitales européennes, personne n'est surpris. Nous le soupçonnons depuis longtemps, réagit le Premier ministre polonais Donald Tusk. Depuis plusieurs années, le Premier ministre hongrois joue avec les nerfs des Européens en bloquant l'aide à l'Ukraine et en se rendant à Moscou pour échanger avec le président russe, Vladimir Poutine. Les liens de Viktor Orbán avec Vladimir Poutine, auquel le dirigeant a rendu visite en 2025, en pleine guerre en Ukraine, sont bien connus. L'agence Bloomberg les a encore un peu plus mis en lumière en publiant le 7 avril la retranscription d'une conversation téléphonique entre les deux hommes, remontant au 17 octobre 2025. Les amabilités échangées, détaillées par les Échos, viennent confirmer la complicité entre les deux dirigeants. En pleine campagne électorale, ces enquêtes journalistiques nourrissent les accusations d'ingérence lancées par le camp de Péter Magyar à l'encontre de Vladimir Poutine et Viktor Orbán. Début mars, Visquar a en effet révélé que le Kremlin avait dépêché une équipe à Budapest pour interférer dans le scrutin en faveur du Premier ministre sortant. Selon la plateforme européenne de journalisme d'investigation, l'opération était supervisée par Sergueï Kirienko, chef de cabinet adjoint de Vladimir Poutine et architecte clé des opérations d'influence politique russe. Le Russe avait auparavant joué un rôle déterminant dans l'organisation d'ingérences électorales en Moldavie en septembre 2025, rapportait le média. 10 jours après les révélations du Washington Post, le 31 mars, un consortium de médias d'Europe centrale et de l'Est, composé de The Insider, Visquar et Delphi, révèle le contenu de plusieurs échanges téléphoniques entre Péter Szijjártó et Sergueï Lavrov. Des vidéos, sous-titrées en anglais, sont publiées sur les réseaux sociaux. Les journalistes décrivent une ligne directe, fournie à Moscou et citent un ancien ministre européen qui qualifie le ministre de « taupe enthousiaste » dans l'UE. Dans l'un des échanges, en date du 20 août 2024, le Hongrois promet de soutenir des démarches visant à retirer de la liste noire européenne la sœur du milliardaire russe Alisher Ousmanov, proche de Vladimir Poutine. « Je suis à votre service », déclare-t-il à son homologue russe. Vidéos d'autres exemples sont donnés dans cette enquête, comme une conversation en juin 2025 entre Péter Szijjártó et le vice-ministre russe de l'énergie Pavel Sorokin. Le premier affirme au second qu'il s'emploie à faire rejeter un paquet de sanctions visant la flotte fantôme de pétroliers russes. Les sanctions finiront par être adoptées. Le jour même, Péter Szijjártó assume œuvrer en faveur des intérêts russes au sein de l'UE. On savait déjà que les services de renseignement étrangers interceptaient mes conversations téléphoniques, déclare-t-il sur Facebook. Mais aujourd'hui, les grandes oreilles ont pu constater que je disais la même chose en privé et en public, ajoute-t-il. Il en profite pour dénoncer un très grand scandale et fustige une ingérence étrangère. Au sein de l'UE, les réactions restent pour l'instant mesurées. Les dirigeants se tiennent éloignés de la politique intérieure hongroise, par peur que leurs commentaires soient instrumentalisés par le camp Orbán. Tout juste Anita Hippé, une porte-parole de la Commission européenne, considère-t-elle que la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas,
s'est entretenu avec le ministre hongrois, réitérant l'importance de la confidentialité des discussions à huis clos. Le ton se durcit une semaine plus tard. Dans un second volet de son enquête, le consortium publie une conversation téléphonique de juillet 2024 au cours de laquelle Peter Szijjártó assure à Sergueï Lavrov qu'il va immédiatement lui transmettre un document concernant les négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'UE, sans que l'on ne sache vraiment à quel document le ministre fait alors référence. Un haut responsable des services de renseignement occidentaux, cité par les journalistes, estime qu'il est possible que Lavrov ait simplement cherché à tester les limites de la loyauté de Szijjártó envers la Russie. Ces informations de presse sont extrêmement préoccupantes, dénonce mercredi la porte-parole de la Commission européenne Paula Pino, qui demande à Budapest de s'expliquer dans les plus brefs délais. Le lendemain, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, fustige sur France Inter une trahison de la Hongrie envers l'exigence de solidarité qui s'impose entre les pays de l'Union européenne. À Bruxelles, plusieurs députés européens demandent à la Commission d'enquêter sur d'éventuelles manipulations russes lors des élections hongroises, rapporte Le Guardian. Le groupe d'élus souhaite une évolution avant et immédiatement après le scrutin. Pour l'instant, l'exécutif européen n'a pas donné suite. Avant d'agir, les 26 préfèrent attendre le résultat des élections législatives. Une victoire de Viktor Orban, qui remplirait pour un 5e mandat, pourrait relancer des débats, après des années de blocage dû à la Hongrie. Certains diplomates évoquent le recours à l'article 7 du traité de l'UE, qui prévoit une suspension des droits de vote au sein de l'Union en cas d'atteinte à l'état de droit. Cette procédure a certes déjà été ouverte contre Budapest mais jamais finalisée, tant elle est inédite. L'exclusion de la Hongrie, non prévue par les traités, n'est pas encore sur la table. Sujet suivant. Enfant séquestré dans une camionnette, le procureur de Mulhouse annonce des expertises pour déterminer le traumatisme exact de l'enfant, France Info. Enfant séquestré dans une camionnette, le procureur de Mulhouse annonce des expertises pour déterminer le traumatisme exact de l'enfant découvert nu et dénutri dans une camionnette où il vivait enfermé. Un enfant de 9 ans a vécu un calvaire pendant plus d'1 an, selon le procureur de Mulhouse, qui a annoncé vendredi la mise en examen du père de l'enfant et de sa compagne. Publié le 10/04/2026, 22 heures de temps de lecture, 1 minute. Fred Tano, AFP. Des expertises psychologiques vont être ordonnées afin de déterminer le traumatisme exact de l'enfant de 9 ans qui a été séquestré pendant plus d'1 an dans une camionnette à Hagenbach au Rhin, a indiqué vendredi 10 avril sur France Info le procureur de la République de Mulhouse, Nicolas Hitz. Il va être suivi et des expertises vont être ordonnées pour déterminer le traumatisme et le préjudice exact de ce très jeune enfant, a déclaré le procureur sur France Info, expliquant que le garçon est actuellement bien entouré. L'enfant est en sécurité, il est encore hospitalisé vendredi soir, poursuit Nicolas Hitz. Pour le moment, il ne peut pas encore marcher, il est recroquevillé, et son poids et sa taille ne correspondent pas à un enfant de son âge. L'enfant, dont la dernière douche remonterait à fin 2024, avait un baluchon de vêtements et devait uriner dans des bouteilles en plastique et faire ses besoins dans des sacs poubelles. Il y a un travail colossal à effectuer pour déterminer les circonstances exactes de ces conditions de vie extrêmement difficiles pour cet enfant, qui est entré dans cette camionnette à l'âge de 7 ans et qui a aujourd'hui 9 ans, a également dit le procureur. Comment l'entourage ne s'est pas rendu compte? Comment personne dans le voisinage n'a pu réaliser la présence de cet enfant dans le véhicule, demande Nicolas Hitz. C'est au terme de l'information judiciaire qu'on pourra déterminer le déroulement précis des faits et peut-être aller chercher les responsabilités d'autres personnes qui n'ont pas encore été inquiétées.